Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, nous allons parler de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Vous le savez, après la sortie du gouvernement des Warriors, le Premier ministre était devant les députés nationaux pour la présentation de son programme. Et quelques minutes après le débat, sur 412 députés présents, 410 ont voté pour l'investiture du gouvernement. Et en ces moments où je vous parle, les ministres s'installent déjà. Il y a les cérémonies de remise et reprise presque dans tous les ministères. Alors pour en parler, nous allons précisément critiquer le programme du Premier ministre Sama Lukonde. J'ai invité pour vous un confrère journaliste. Il s'appelle Ambroise Momba, vous le connaissez, hein? Ce n'est même plus la peine de le présenter. Il présente l'émission Table Ronde ici à Congo Web Télévision, Table Ronde que vous aimez bien. Ambroise Momba, bonsoir et bienvenue bonsoir, dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir, merci. Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau parce que j'aime bien votre façon d'analyser. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes resté journaliste objectif. Merci beaucoup. Ah, ben oui, je suis très content de te retrouver parce que ça fait très longtemps que je suis passé par ici. Oui. C'est ce grand public de Tac au Tac Magazine que j'ai manqué. Là, je suis là pour qu'on fasse des analyses ensemble. Oui, des analyses tatillonnées et non partisanes. À la France 24, comme mes téléspectateurs disent toujours. Ambroise Momba fait des analyses à la France 24. Ah, merci, ça m'encourage. Parce que vous savez au moins qu'il y a un sérieux problème. Même si ici, on n'aime pas ce genre d'analyse. Oui, on n'aime pas trop. On aime trop les sensationnels. Les sensationnels, oui. Il faut que les journalistes puissent avoir des positions tranchées, ainsi de suite, et avec les concepts journalistes engagés. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas la manière dont nous on analyse. Alors moi, je suis journaliste, je voudrais demeurer journaliste. Donc vous êtes au milieu du village neutre. Oui, on dit que je on ne peut pas être neutre. La manière dont je être neutre, c'est être lâche, il paraît. Bon, en tout cas, je ne vais pas pleurer de ça. Je ne vais pas en pleurer. Si on considère que je suis lâche, je veux demeurer journaliste. Le journalisme, le vrai, c'est comme si ça a été enterré, hein, par nous-mêmes journalistes, hein, à cause de ces histoires de coupage. Bon, il y a 4 contraintes dans notre profession. C'est pas ça le sujet du jour, mais il y a des contraintes socio-économiques. Et le journalisme est devenu aujourd'hui un peu à la merci du pouvoir de l'argent. Et voilà ce qui nous conduit dans la dérive. Et puis, nous sommes plus exposés à des interpellations, à des éventuelles poursuites judiciaires. Parce qu'il y a trop d'excès des ailes. Il y a trop d'excès des ailes. Et je pense que si nos journalistes nous prenons quand même la responsabilité de respecter notre code d'éthique et de déontologie, je pense que on va se mettre à l'abri de ces poursuites judiciaires. Bien. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, Ambroise Momba. Le gouvernement dit des Warriors, Sama Lukonde, a été investi depuis ce lundi. Hein, comme je l'ai dit tantôt, il y a des cérémonies de remise et reprise. Hein, les ministres s'installent déjà. Mais avant l'investiture du gouvernement, il y a eu quand même un blocage. Là, je parle de... Donc, juste après la sortie, la publication du gouvernement, il y a eu des mécontents, des députés révolutionnaires hein, qui se sont plaints et tout ça. Alors, comment avez-vous trouvé l'épisode de ces députés révolutionnaires? Bon, la première chose que j'ai remarqué, j'ai vu d'abord que le gouvernement a été composé de toutes les plateformes qui sont désormais dans l'Union sacrée de la nation, même ceux qui viennent du FCC de Joseph Kabila. Toutes ces plateformes sont représentées. Ils ont au moins chacune un ministre dans le gouvernement. Et je pense que sur base de cela, il ne pourrait pas y avoir des députés dits révolutionnaires. Et c'est malheureux que... l'on puisse constater qu'il y ait des députés qui se sont fait appeler révolutionnaires. Ils ont voulu faire chanter le président de la République. Alors, la première chose, c'est qu'ils ont voulu faire voir, pas à Joseph Kabila, mais à Félix Tshisekedi, que ce qui est arrivé à Joseph Kabila peut aussi arriver à Félix Tshisekedi. De la même manière, les députés ont lâché Joseph Kabila, de la même manière, ces mêmes députés peuvent lâcher Félix Tshisekedi. Donc on pouvait se taper la main sur la poitrine lorsque on a fait échouer le FCC de Joseph Kabila en faisant basculer la majorité parlementaire du FCC à l'Union sacrée. On pouvait se taper la main sur la poitrine, mais bien là, on est prévenu de ce qui pourrait arriver dans l'hypothèse où on gère mal
cette coalition, cette nouvelle famille politique du chef de l'État. Oui. Et je pense que c'est pas les warriors, mais les révolutionnaires, les députés révolutionnaires ont préféré seulement faire chanter le président de la République pour qu'ils puissent accéder un tout petit peu à leurs desiderata, à leurs demandes. Et pourtant, ils étaient là pour, ils ont dit qu'ils étaient là pas pour le poste, oui, mais pour servir la nation. Et je pense mais ils ont trouvé le contraire. Plusieurs fois dans les médias, on a quand même dénoncé leur comportement parce qu'on ne pouvait pas avoir un gouvernement des 300 ministres. Ils étaient au nombre des 138 députés révolutionnaires, même si on leur accordait les 56 portefeuilles de l'État, ils ne pouvaient pas se partager de manière équitable, compte tenu du fait que leur nombre dépassait même le nombre des portefeuilles de l'État. Alors, c'est dire que ce comportement-là n'est pas bon de leur part, et c'est maintenant la suite qui a fait que le chef de l'État s'est un tout petit peu agenouillé devant ces députés révolutionnaires. Et en parlant avec eux, les chefs de l'État avaient bien agi. Comme vous venez de le dire, le chef de l'État a un peu cédé. Oui, il a cédé au chantage des députés. Pourquoi? Parce que la manière dont il a parlé avec eux n'est pas celle-là, n'est pas cette manière-là qui devait trancher l'affaire. Qu'est-ce qu'il devait dire? À mon avis, le chef de l'État devrait se comporter comme un véritable chef d'État. Il a nommé un gouvernement, il a nommé des députés, des non-députés dans son gouvernement, et il devrait dire à ses députés, en tout cas je suis déçu de votre comportement. La première chose c'est qu'il a quand même il a réussi quand même à leur rappeler la mission du député, légiférer, contrôler le gouvernement, déchoir les ministres si le besoin se présentait, ainsi de suite, mais il devait aller loin. Il devait quand même utiliser un ton sévère, mais son ton n'était pas sévère. Son ton n'était pas sévère, et un tout petit peu, il a un peu cédé au chantage de ses députés, pour que, vous savez que même jusqu'aujourd'hui, on commence à soupçonner qu'il y aurait eu des promesses qui auraient été faites aux députés, qu'on leur donnerait des jeeps, de l'argent, ainsi de suite, et qu'on leur donnerait des entreprises publiques, ainsi de suite. Et tout ça parce qu'il a utilisé un ton qui n'était pas assez sévère. Il envoie le gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale. J'envoie parce qu'il a la cartouche qu'il fallait. Plusieurs fois, on a chanté il avait la possibilité de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, même sans le dire, il n'avait pas besoin de dire aux députés nationaux que non, je vais dissoudre l'Assemblée nationale si vous n'investissez pas le gouvernement. Il n'avait pas besoin de le dire, mais il devait seulement utiliser un ton sévère pour leur dire, écoutez, moi je ne sais pas reculer. On ne sait pas faire un remaniement. On ne sait pas satisfaire tout le monde. J'ai déjà nommé un gouvernement. J'envoie ces gouvernements. Je vous invite à prendre vos responsabilités. Et je vais voir qui va voter pour et qui va voter contre. Et de cette manière-là, si on votait contre l'investiture du gouvernement, et à ce niveau, il peut prendre maintenant ses responsabilités pour dissoudre, s'il le veut, l'Assemblée nationale. Et dans un autre cas de figure, je constate que le chef de l'État a eu un peu peur, un tout petit peu peur de Joseph Kabila. Un tout petit peu peur de Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que il est en train de redouter la revanche de Joseph Kabila. Comment est-ce que Joseph Kabila pourrait réagir après avoir perdu sa majorité? Alors, lorsque on lui fait ces chantages, il voit Joseph Kabila, il ne voit pas quelqu'un d'autre. Il dit, mais écoutez, si je gère mal cette histoire, Joseph Kabila va récupérer ses députés, je vais perdre de nouveau la majorité parlementaire, et le Premier ministre que je venais de nommer, le gouvernement que je venais de nommer, vont se limiter à être des gouvernements sans avoir été investis, ainsi de suite. Et là, ça sera un échec de plus pour moi. Voilà pourquoi il a un peu cédé aux caprices des députés. Et en cédant, justement, c'est ce que je voulais dire. En cédant aux caprices des députés, il encourage les députés à continuer de cette manière. À continuer de cette manière. Et vous le savez, il est en train de se battre pour qu'on travaille, pour un peu améliorer son image, parce que sa cote de popularité est en train de baisser dans l'opinion. Et si il ne fait pas quelque chose de très important, je pense que ça sera même difficile pour lui de pouvoir se faire réélire en 2023. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il devait rester chef d'État et prouver quand même à la fin du monde que je suis président de la République. J'ai les prérogatives constitutionnelles de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Lorsque ça ne marche pas, il n'avait pas
à négocier l'investiture. Il a négocié vraiment, il a négocié l'investiture avec les députés révolutionnaires. Parce qu'il était en position de faiblesse, il a trop promis aussi. Il fait trop de promesses, les chefs de l'État quand même. Il faut qu'on se le dise. Et quand on fait des promesses comme ça, il faut réaliser. Et bon. Parce que moi, je me dis que non, ces députés révolutionnaires, ils avaient quand même le droit. C'était de leur droit de réclamer. Les députés révolutionnaires ont utilisé les côtés faibles du chef de l'État. Ils ont utilisé les côtés faibles du chef de l'État. Ils savent que le chef de l'État a peur de perdre sa majorité parlementaire. C'est ça son côté faible. Qui tiennent la majorité. Et les chefs de l'État redoutent ce que Joseph Kabila pourrait lui asséner comme coup. Parce que Joseph Kabila qui s'est retranché dans sa ferme à Krachamata, à Lubumbashi, il est rentré à Lubumbashi, on ne sait pas ce qu'il était en train de mijoter, et on ne sait pas ce qu'il était en train de faire, ainsi de suite. Et c'est à ce niveau-là qu'il est en train de, Félix Tshisekedi, redouter les coups que pourrait lui asséner Joseph Kabila. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai négocié l'investiture, et il a négocié l'investiture. Vous avez vu, même les débats n'étaient pas quand même houleux au niveau de l'Assemblée nationale, lors de la présentation du gouvernement. Ça s'est vite passé. Très vite. Mais pourquoi ça? Les députés n'ont pas eu le temps vraiment de bien discuter, de parler du programme, très vite. Tout ça. Oui, justement parce que ils ont eu le temps vraiment de... Justement parce que c'est une investiture négociée. Négociée, oui. C'est une investiture négociée. On l'a négociée justement pour que ça soit sous cette forme-là, un peu très facile, pour qu'on donne le feu vert au gouvernement Sama Lukonde. Donc il y avait des députés du FCC. Oui, ça c'est un côté un peu positif. Ça c'est un côté positif parce que l'Union sacrée... députés présents, 410 ont voté pour. Oui, en faveur de l'investiture. C'est un côté positif parce que l'Union sacrée n'a pas 410 députés. L'Union sacrée a moins de 410 députés. C'est qu'il y a des députés proches de Joseph Kabila, ceux qui sont restés loyaux à Joseph Kabila, qui ont voté aussi pour l'investiture, qui ont approuvé les programmes gouvernementaux de Sama Lukonde. Donc, comme pour dire que c'est un côté positif, il y a quand même des députés qui sont restés loyaux à Joseph Kabila, qui ont voté pour l'investiture de ce gouvernement. Donc, comme pour dire, non, nous allons vous juger sur base des actes et non sur base des promesses. C'est ça le vrai problème. Alors, vous étiez en train de parler tout à l'heure des promesses du chef de l'État. Oui. Vous savez, on dit même le verbe promettre, c'est devenu un verbe d'État. Il a fait certainement beaucoup de promesses. Et c'est à ce niveau, j'aurais voulu voir le chef de l'État changer un peu les contenus de la communication. Les contenus de la communication. Les Congolais ont été mal habitués avec des communications positives où il y a trop de promesses. Moins d'actes, mais trop de promesses. Les Congolais en ont marre. Les Congolais n'ont plus besoin de discours. Ça, il faut le savoir. Joseph Kabila est passé par là. Félix Tshisekedi, qui était en train d'arriver, devrait savoir que les Congolais n'ont plus besoin de discours. Lorsque vous faites trop de discours, vous tombez dans la démagogie. Et lorsque vous tombez dans la démagogie, vous allez le payer cash. Parce que ça va se retourner contre vous. Alors, il ne pouvait pas faire beaucoup de promesses. Il faut changer la communication. Il faut parler moins et agir plus. Et prendre des décisions impopulaires. Notre pays n'a pas de baguette magique. S'il y a un président de la République, un premier ministre, un ministre qui arrive, qui vous promet le ciel et la terre aujourd'hui, ne l'acceptez pas. Mais c'est ce qui s'est passé avec Sama Lukonde, le programme. S'il promet le ciel et la terre maintenant, nous allons parler du programme. Oui, nous allons parler, il ne faut pas l'accepter tout de suite. Pourquoi? Parce que le pays est dans un gouffre. Le gouffre qui a commencé depuis très longtemps et le gouffre qui a été enfoncé par Joseph Kabila avec sa gestion un peu chaotique des 18 ans de règne. Et ce gouffre est un gouffre réel. Alors, lorsque vous arrivez au pouvoir, vous remplacez Joseph Kabila, vous trouvez le pays dans un gouffre, vous faites des promesses, vous promettez le ciel et la terre, vous devenez un menteur, un démagogue. À ce moment-là, vous n'aurez pas de crédit demain. C'est pour cela que le chef de l'État fait des promesses, parce que nous allons parler peut-être de l'Est également. Mais bien sûr. Oui. C'est pour cela qu'il a fait des promesses en disant, par exemple, je suis prêt à mourir. Et le même jour qu'il faisait la promesse qu'il était prêt à mourir pour amener la paix, et je pense que je vais ouvrir une parenthèse après. Allez-y. Le même jour qu'il était prêt à mourir, c'était le même jour que son avion logistique est tombé. C'est là qu'il a perdu même son chauffeur. Comme pour dire qu'on ne dit pas n'importe quoi. Il faut bien mûrir ce qu'on veut dire à la population, ce qu'on veut promettre à la population. Mais il y avait aussi un côté positif dans la promesse qu'il avait faite. Si je suis prêt à mourir pour ramener la paix dans l'Est du pays. Les côtés positifs, c'était... Il voulait faire rêver les Congolais. Il voulait quand même montrer aux Congolais à quel niveau
il est déterminé à ramener la paix dans l'Est du pays. Et en voulant montrer ses déterminations, c'est vrai, il a utilisé quand même un terme fort. Je suis prêt à mourir. Et je pense que quand on ne le voit pas maintenant aller au front, maintenant on lui demande de réaliser. Il semble devenir les peureux qui a peur de mourir maintenant, alors qu'il disait être prêt de mourir. Hein, il semble devenir les peureux qui a peur de mourir maintenant. Alors c'est pour dire que on ne promet pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. L'autre promesse qu'il a faite, c'est d'aller installer son quartier général ou bien faire de Beni la capitale de la RDC parce qu'il voulait s'installer à Beni, ainsi de suite. Vous avez vu comment il y a eu des insolites. Il y aurait un journaliste de l'Est qui a même acheté 2 billets, un pour lui, un autre pour sa femme, son épouse, la première dame, justement, pour que le président de la République aille s'installer à Beni. Il y a même des notables qui sont venus ici. On croit savoir que si le président de la République s'installait à Beni, on va terminer tous les massacres de Beni, on va terminer toutes les tueries, ainsi de suite. Et ça, c'est encore une chimère. Donc, on ne peut pas penser de choses comme ça. Donc, le chef de l'État devrait changer. S'il peut faire mieux pendant les 3 ans qui restent, il faut changer la communication. Lorsqu'il parle de la communication, il faut changer le contenu de la communication. Il faut aller dans un autre contenu de la communication. C'est-à-dire que vous dites aux Congolais, vous ne promettez pas le ciel et la terre aux Congolais, vous faites voir aux Congolais la réalité sur terrain, la réalité de tous les paramètres socio-économiques du pays. Vous dites, par rapport à cette réalité, eh bien, chers compatriotes, je ne suis pas à mesure de vous donner ceci en ayant telle période. Ou carrément se taire et travailler en silence. Ou carrément se taire et travailler en silence et prendre des décisions qui s'imposent. Je pense qu'il y a des priorités, justement. Les problèmes de l'Est, vous savez, c'est vrai, nous sommes comme un corps. Lorsque l'Est souffre, Kinshasa souffre également. Mais Kinshasa, qui souffre de la situation sécuritaire de l'Est, a également besoin de la nourriture, par exemple. Il faut regarder ces choses de près. Dire, par exemple, quelle est la décision que je peux prendre? Et je pense que ça, c'est Sama Lukonde qui doit le faire. Lui aussi, avec sa communication, à travers son programme, il a été un peu évasif. Et ce qui fait que on ne sait pas retenir effectivement ce qu'il va faire en 3 ans, et ainsi de suite. Et je pense qu'au niveau de la communication, on devrait changer les contenus pour mettre les Congolais en face de la réalité. Si vous dites par exemple aux Congolais que je ne suis pas prêt, vous savez, une fois, j'ai passé dans une émission avec vous au début de la mandature de Félix Tshisekedi. Je vous avais dit, j'avais demandé aux Congolais de ne rien attendre du quinquennat, du premier quinquennat de Félix Tshisekedi. Je vous l'avais dit, parce que je regardais les paramètres en face, j'ai analysé la situation du pays, la manière dont il était en train de prendre le pouvoir, le système Kabila qui était déjà installé, qu'il fallait d'abord déboulonner, ainsi de suite. Ça ne pouvait pas donner des solutions immédiates aux Congolais. C'est pour cela que j'avais dit aux Congolais, j'avais demandé aux Congolais de ne rien attendre du premier quinquennat de Félix Tshisekedi, peut-être le deuxième. Et ça, c'est ce qu'il faut dire aux Congolais. Même si vous le dites de manière crue, et puis on ne vous comprend peut-être pas, avec le temps, on va vous donner raison. On va vous donner raison. Alors là, on est allé un peu trop vite en besogne, on parlait de promesses, parce que trop de promesses aussi tuent les promesses. Alors revenons sur comment le programme du gouvernement, du ministre Sama Lukonde. Comment avez-vous trouvé ce programme? Bon, c'est un programme un peu évasif. Avec un budget de 36 milliards. Il est un peu ambitieux. Donc 12 milliards par an. Ambitieux. Et la première chose qu'il faut dire dans ce programme, c'est du déjà entendu. Avec 340 c'est du déjà entendu. Oui. Lorsqu'il parle de la sécurité, par exemple. La sécurité, oui. Ilunkamba parler de la sécurité. Lorsqu'il parle de l'éducation, Ilunkamba parler de l'éducation. Tout ça. Lorsqu'il parle de tout, au moins peut-être la nouveauté, c'est l'état d'urgence. L'état d'urgence. C'est l'état d'urgence. Et s'il arrive à concrétiser ça, et je pense qu'à ce niveau, il y a encore des pessimistes qui voient que la guerre qui est menée dans l'Est du pays n'est pas classique. Avec l'état d'urgence, dans une guerre classique, ça peut aller. Mais c'est une guerre asymétrique. Donc, le modus operandi des assaillants fait que on ne puisse pas maîtriser la situation avec un état d'urgence. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faudra peut-être qu'il puisse y arriver pour qu'on puisse évaluer après un temps
ce que l'état d'urgence pourrait apporter. Et l'application du barème aussi est-ce que ça sera possible? Par rapport au programme en soi de manière générale, c'est un programme qui est un peu long, Pour 3 ans, un programme d'un gouvernement dit des warriors devrait avoir des priorités. Des priorités un peu écourtées. Mais tout est prioritaire, Ambroise, en RDC. Tout est prioritaire. Rien ne va sur tout le secteur de la vie nationale. Justement, tout est prioritaire, mais il y a aussi des priorités des priorités. L'insécurité. Si vous demandez maintenant aux Quinois, qu'est-ce qu'ils veulent, maintenant là, posez la question aux Quinois. Pas seulement aux Quinois même, parce que la RDC n'est pas Kinshasa. Kinshasa n'est pas la RDC comme on dit. Mais posez la question aux Congolais maintenant. Ils vont vous dire que la vie est chère. Trop chère. Ils vont vous dire que la vie est chère. C'est-à-dire que la priorité maintenant devient la vie qui coûte cher. Il faut faire que la vie devienne moins chère. C'est ça la priorité des priorités maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la vie devienne moins chère? Je pense que c'est ce que Ilunkamba doit regarder. Samalou Kondé. Ilunkamba est parti. Ilunkamba est encore là, il est parti. Il est parti depuis mardi. Alors, le pauvre qui a craché des vérités en disant, parce qu'on parle de lui, je me rappelle de la phrase qu'il a prononcée lorsqu'il était en train de céder le pouvoir à son successeur. Il lui a dit, si ça marche, on ne dira pas que c'est vous. Si ça ne marche pas, on dira que c'est vous. Donc, il veut prévenir Samalou Kondé que si ça échoue, on dira que c'est vous. Mais si ça réussit, on ne dira pas que c'est vous. On dira que c'est le président de la République. C'est le président de la République. Alors, il veut le prévenir un peu de ce qu'on pourrait dire, parce qu'au niveau de l'UDPS, les combattants sont tellement prêts à rendre à chacun ses comptes. Alors, pour revenir au programme, pour revenir aux priorités, je pense que Samalou Kondé devrait regarder la vie doit coûter moins cher. le panier de la ménagère. Puisqu'on ne produit rien en Ambroise, ça sera difficile. Et c'est pour cela, lorsqu'on ne produit rien, qu'est-ce qu'il faut faire à court, moyen et long terme? Peut-être il y a des solutions à court terme. Quelle est la solution à court terme? Il faut regarder la solution à court terme. Quelle est la solution à moyen terme? Il faut regarder la solution à moyen terme. On n'est pas censé de tout faire maintenant. Mais si on fait la chose la plus importante, et je pense que les Congolais peuvent retrouver leur compte par rapport au panier de la ménagère. Et les transports aussi, coûtent cher. Dans les marchés, dans tous les marchés plutôt, on trouve que les prix des biens de première nécessité ont galopé. Et je pense que ce n'est pas... Les signaux sont au rouge pour les présidents de la République, à moins qu'ils fassent un miracle. Mais par rapport à son programme, je n'ai pas senti des signaux, qui prouvent que d'ici quelques mois, on pourrait arriver à renverser la Mais il n'y avait pas en tout cas de nouveautés. Il n'y avait pas, c'était du déjà vu, déjà entendu. Il parle de 36 milliards. Que des promesses. Dans ce gouvernement, il parle de 36 milliards de dollars. De 2021 à 2023. Oui. Alors, 36 milliards en raison de 12 milliards. Oui. Est-ce que ce n'est pas encore une démagogie? Est-ce que ce n'est pas encore une démagogie? Pourquoi le Premier ministre parle de 36 milliards? Pendant que les caisses sont vides. Pendant que, pour le budget de 2020, il a été... les prévisions étaient revues à la hausse, à 11 milliards de dollars. Et par la suite, on a vu que le ministre des Finances, c'est Léa Lagoulou qui est en train de partir, qui est parti d'ailleurs, le ministre des Finances a dit que c'était irréaliste. Ça ne pouvait pas se réaliser. On ne pouvait pas mobiliser 11 milliards. 11 milliards. Il y a eu même un collectif budgétaire, juste pour revoir à la baisse les ambitions, les prévisions budgétaires, et ramener ça à 7 milliards, quelque chose comme ça. C'est pour dire que même les 12 milliards là, prévus par Ilunkamba, me paraissent irréalistes. Dans un contexte de Covid, dans un contexte où l'activité économique est au rabais. Dans ce contexte, vous ne pouvez pas promettre beaucoup de choses. Dans un contexte où l'assiette fiscale est assise sur les recettes qui viennent des mines, dans un contexte où le PCA de la GECAMINE, Albert Youm, vous dit que les mines ont été bradées auprès des multinationales, donc on ne s'est pas mobilisé beaucoup d'argent avec les mines. Je me dis, quelle est la magie que Ilunkamba va... J'aurais voulu qu'il puisse nous surprendre.
il faut qu'il nous surprenne avec un miracle pour qu'il puisse mobiliser les 12 milliards. Et Sama Lukonde. Vous aimez trop Ilukamba? Justement, je l'aime. Les pépés. Les pépés Ilukamba. Okay. Sama Lukonde. Bon, on va s'habituer avec Sama Lukonde. Alors, ouais. Quel est le miracle que Sama Lukonde va produire pour qu'en 2022, nous puissions avoir un budget de 12 milliards? Je pense que c'est à lui de nous le démontrer avec le temps. Avec le temps. C'est du déjà entendu. Tous les discours qui ont été prononcés, c'est du déjà entendu. Du déjà entendu. On a entendu ce genre de discours et les Congolais n'ont plus besoin de discours. Soit il a fait seulement une certaine littérature, un problème de forme. Dans la forme, on voulait qu'il passe à l'Assemblée nationale, qu'il prononce un discours, qu'il présente l'économie de son programme gouvernemental de 3 ans, et puis qu'on puisse voter à la majorité. Rapidement. Et puis, on n'a plus le temps à perdre. C'est le boulot qui commence. Et puis qu'on commence le boulot. Pour qu'on puisse un peu effacer. Parce qu'il faut aussi reconnaître que Tshisekedi a besoin d'effacer Joseph Kabila. Parce que jusqu'à preuve du contraire, toutes les entreprises sont occupées jusqu'à maintenant par les kabilistes. Les kabilistes sont dans toutes les entreprises publiques, hormis quelques mandataires qui ont été nommés dernièrement par Félix Tshisekedi, mais partout, ce sont des kabilistes. Eh bien, alors, l'on se demande quand même, est-ce que ces gouvernements sera efficace? Est-ce que le gouvernement va répondre aux besoins de la population d'ici 2023? Ça c'est une question importante. Est-ce que le gouvernement va répondre aux besoins de la population d'ici 2023? La dernière année, 2023, est une année essentiellement électorale. Donc, de manière générale, il reste 2 ans et demi. 2 ans et demi au gouvernement Sama Lukonde. Cette fois-ci, je parle de Sama Lukonde. Non, vous n'avez pas dit Lukamba, vous avez dit Sama Lukonde. Alors, il reste 2 ans et demi au gouvernement Sama Lukonde. Est-ce qu'en 2 ans, ce gouvernement est capable de pouvoir donner des solutions aux problèmes des Congolais? Parce que le mal est trop profond. En tout cas, je ne vais pas être prophète des malheurs. Il faut espérer. Je ne vais pas être prophète des malheurs. Quand même voir, mais je regarde, par quel miracle, mais je regarde qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tout ce que Félix Tshisekedi a fait, c'était d'effacer Joseph Kabila, qui était un partenaire gênant, un partenaire chiant, parce que Joseph Kabila n'était pas élégant par rapport à son partenariat avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a voulu l'effacer. Il a voulu renverser la majorité. Et il a réussi. Il a utilisé les moyens de l'État. Ce n'est pas parce que les députés qui sont allés à l'Union sacrée aimaient Félix Tshisekedi qui sont allés. Ils ont voulu seulement utiliser Félix Tshisekedi parce qu'il a la signature. Et c'est ainsi qu'il a voulu effacer Joseph Kabila. Et je pense que nous sommes dans cette forme-là. Parce qu'il faut qu'il y ait un gouvernement de l'Union sacrée. Parce qu'il faut qu'il y ait un premier ministre de l'Union sacrée. Parce qu'il faut qu'il y ait des mandataires de l'Union sacrée. Gouvernement échoue, nous sommes dans la forme. Et les partenaires mais aussi dans le fond, en tout cas, il n'y a rien à espérer d'ici la fin du quinquennat. Oui. Alors, si ce gouvernement échouait, donc les partenaires aussi comme Ensemble, MLC, tout ça, tous les autres là aussi seront concernés. Malheureusement, ils sont en train de s'entrer dedans. Il y a des discours jusqu'aujourd'hui, il y a des discours. Je lisais un média en ligne, parce qu'il y a à boire et à manger avec les médias en ligne. Je lisais un titre d'un média en ligne qui disait qu'à peine investi, le gouvernement Sama Lukonde reçoit les coûts de Ensemble pour la République. De Ensemble pour la République. Et je pense qu'ils ne se font pas de cadeaux. Moïse Katumbi n'a pas voulu être Premier ministre parce qu'il a des ambitions pour 2023. Il a des ambitions présidentielles. Et il tient. Hein? Ouais. Et il y tient. Il y tient à être candidat président de la République. Ce qui signifie qu'en d'autres termes, Moïse Katumbi sera candidat président de la République en concurrence avec Félix Tshisekedi. Bemba n'est pas éligible, à moins que la loi change. Mais pour prendre seulement Moïse Katumbi... Il va aider Félix Tshisekedi à réussir son mandat, pour prendre seulement Moïse Katumbi, c'est dire qu'en 2023, on risque d'avoir un candidat président qui s'appellerait Félix Tshisekedi et un autre candidat, un autre concurrent qui s'appellerait Moïse Katumbi. Et sur ce point, déjà tout se prépare maintenant. Est-ce que Ensemble pour la République va-t-il partager le bilan, s'il est négatif, de Félix Tshisekedi? Ici, on revient encore à la phrase que Ilunkamba a prononcée devant Sama Lukonde. Comment ça va se passer? Quel est le scénario qui va se passer? Le scénario, ce sera celui-ci. L'UDPS va mettre sur le dos de Félix Tshisekedi, ou bien dans l'actif de Félix Tshisekedi, tout ce qui va réussir. Tout ce qui va échouer,
on va les mettre sur les dos des partenaires. Des partenaires. Or, les partenaires ne vont pas accepter cela. Ils ne vont pas accepter. Et ça va être difficile. Ça va être difficile et ça va être difficile à gérer. D'ici 2023, je pense qu'il y aura d'empoignades entre Ensemble pour la République et l'UDPS. Et attendons voir la suite alors. Hein, que bon, Kissa Loumé Banda, on est en train d'observer. Hein, on reviendra encore ici pour critiquer si ça ne marche pas, parce que c'est notre boulot. Eh bien, alors pour finir, dernière question. Comment Willy Bakonga est toujours à Brazzaville. Il n'a pas été... comment Malheureusement, il n'a pas été extradé. Malheureusement, il y a eu un peu beaucoup d'informations. On a cru qu'il était déjà à Kinshasa. Des médias en ligne qui avaient titré qu'il avait été extradé. Et comment ça va se passer avec la remise et reprise à l'EPST avec Tony Mwaba? Bon, je ne pense pas qu'il constitue un obstacle par rapport à la remise et reprise. Il avait un cabinet, il avait un directeur de cabinet. Je pense que son directeur de cabinet peut le représenter. Et je pense qu'avant même de s'enfuir, il avait déjà préparé la remise et reprise avec tous les documents qui était déjà préparé. Je pense que Tony Mwaba cette affaire avec son frère, cette remise reprise avec lui qui veut réintégrer le Sénat et son frère qui dit non. Là aussi c'est un autre dossier. Alors comme pour dire que la remise et reprise pourrait avoir lieu, mais son dossier est quand même délicat. Et je pense que dès qu'il est extradé à Kinshasa, ce sera à la Cour de cassation directement. Directement. Donc on donne raison à l'IGF. Peut-être aussi la prison. Il a donné lui-même raison à l'IGF. En partant comme ça, clandestinement. Parce qu'au début, c'est ça le problème avec les Congolais. Les Congolais ont les habitudes de tout nier. Lorsqu'on leur dit qu'ils ont détourné, ils nient. Et là, Willy Bakonga qui niait, qui se faisait passer pour un saint, il a pris fuite parce qu'il savait que la justice ne pouvait pas rater les filets de la justice. Alors, dernière question, Ambroise Mamba, la marche de la Mouka a été interdite, hein, vous le savez, et ce qui s'est passé et tout ça. Comment trouvez-vous la Mouka a marché pour la solidarité? Bon, il y a à boire et à manger dans cette histoire-là de la marche. Nos frères de l'Est. Est-ce que personnellement, je voudrais vous dire que la marche de la Mouka n'était pas une marche de solidarité. Et comment ça? C'est une marche politique. Fayulu, Fayulu n'est pas plus congolais que Félix Tshisekedi. Il ne peut pas croire que lui compatit. Il ne peut pas faire voir que lui compatit au malheur qui frappe nos compatriotes de l'Est plus que Félix Tshisekedi. Mais une marche pacifique, c'est un droit, non? On est libre de marcher. Oui. Sur le plan constitutionnel. Sur le plan légal. Alors pourquoi interdire? Il devrait marcher. Il devrait marcher. Mais sur le plan politique, lorsque l'autorité urbaine estime par exemple qu'il peut y avoir des casses, des débordements, il est en droit aussi d'interdire. Mais on reproche à Félix Tshisekedi d'avoir un pouvoir répressif. Hein? C'est comme à l'époque de Joseph Kabila. Hein? Bon, je pense que c'est des bonnes guerres. Hein, ils font la même chose. C'est des bonnes guerres en politique. En fait, l'UDPS fait la même chose. Moi, je voudrais voir ça de notre œil parce que Fayulu est en train de tout faire pour maintenir un peu sa popularité qu'il a drainée lors des élections de 2018. Et je pense que c'est pour cela qu'il est en train d'accuser, peut-être à tort, le chef de l'État d'être répressif. Et donc, Fayulu n'a plus le droit de marcher, hein, organiser comment il a le droit de marcher, c'est un Congolais. La Constitution lui donne le droit, mais on doit savoir, les mobiles doivent être aussi corrects. Ok, alors un dernier mot de la fin hein, pour nos frères de l'Est, quand même l'insécurité, on en parlera toujours. C'est vrai qu'on vient de parler tout à l'heure là de l'insécurité, mais on n'a pas assez de temps. Mais si vous avez quand même, je sais pas, une proposition, parce qu'on demande à Félix Tshisekedi d'aller à Béni, il y a même des élèves jusqu'à présent qui ne vont pas au cours, hein, qui sont en train de marcher, de revendiquer. Je pense que ces élèves étaient quand même instrumentalisés. Ça fait 20 jours c'est Tshisekedi lui-même qui s'est embourbé dans sa promesse. Qu'est-ce que vous proposez alors, en tant que journaliste? Pour moi, il doit faire un effort pour y aller. Pour y aller, même s'il ne va pas s'y installer. Même s'il ne va pas s'y installer, il y est quand même allé. Sa sécurité lui a été assurée. C'est un président de la République, on va lui assurer la sécurité. Il peut quand même aller pour calmer la tension et tenir un autre discours cette fois-là pour dire que non, je ne vous ai pas abandonné. Je suis toujours avec vous. On a quand même peur pour sa sécurité. Pour arranger la situation. Il y a certains qui disent que la vérité, c'est que ce n'est pas sa présence qui va tout finir en un seul jour. C'est ça la vérité. Bon, espérons que tout ira pour le mieux hein, pour notre pays. Alors, bonne chance au gouvernement des Warriors, hein, des Sama Lukonde. En tout cas, nous espérons voir un changement à tous les niveaux.
En tout cas, on espère. Ça sera tout pour ce soir. Je rappelle que j'avais reçu pour vous Ambroise Momba, journaliste, présentateur de l'émission Table Ronde ici à Congo Web Télévision. Ambroise Momba, merci d'être venu. Merci. Revenez quand vous voulez. Hein. En tout cas, merci pour vos analyses. Hein. Ça sera tout. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine. Merci.